sûr, vous savez que les troubles du spectre de l'autisme sont très prévalents. Aujourd'hui, on parle d'une prévalence d'environ 1%, ça peut aller jusqu'à 2% pour certains pays et euh, c'est plutôt en voie d'augmentation. Vous savez aussi qu'il s'agit d'une population extrêmement hétérogène avec de nombreuses comorbidités. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui présentent plusieurs troubles du neurodéveloppement, par exemple, ou d'autres troubles pédopsychiatriques ou de psychiatrie associés. Mais ce qu'il faut dire que parmi ces comorbidités, les troubles du sommeil sont parmi les plus fréquents, donc avec 50 à 80% des enfants avec un TSA qui présentent aussi des troubles du sommeil. Et ça, c'est 4 fois plus fréquent au minimum que les enfants d'âge équivalent. Alors, de quels troubles du sommeil s'agit-il? Si on se base sur la plainte des parents, ce sont essentiellement des troubles d'endormissement, mais aussi des réveils nocturnes. Et ça, c'est suivi par des réveils matinaux pour certains d'entre eux, mais ça, ce n'est pas aussi important que les troubles d'endormissement et les réveils nocturnes, et parfois d'autres troubles associés. Alors, quand on regarde ces chiffres, je trouve que ce n'est pas toujours très convaincant. On n'arrive pas à s'imaginer la sévérité des troubles dans cette population. C'est pour ça que j'aime bien montrer des exemples un peu plus visuels et on peut faire ça de manière un peu plus visuelle et objective en montrant des enregistrements de sommeil qui ont été réalisés sur plusieurs semaines à domicile. Alors, comment on peut faire ça? À ce moment-là, bien sûr, on ne fait pas un électroencéphalogramme parce que ça serait vraiment trop lourd, mais on peut s'aider par des petits actimètres. Ce sont des accéléromètres que les enfants peuvent porter, donc, idéalement à la main non dominante, pendant des semaines d'affilée, jour et nuit, et ça enregistre l'activité motrice. Donc, après, il y a les algorithmes qui nous permettent de détecter quand il n'y a pas d'activité, qu'il s'agit plutôt de sommeil, quand il y a beaucoup d'activité, que l'enfant est réveillé. Et on peut regarder ça comme ça sur des semaines d'affilée. La majorité sont également équipés de luxmètres, donc qui vont mesurer la luminosité ambiante. Et ça nous donne aussi une indication sur le fait, par exemple, est-ce qu'un enfant allume la lumière la nuit. Donc, bien sûr, si on est un peu précis, ça n'enregistre pas le sommeil, mais ça enregistre le rythme repos-activité qui correspond chez l'enfant très étroitement au sommeil. Et je vous donne 3 exemples assez typiques finalement des troubles du sommeil associés aux troubles du spectre de l'autisme. Ici, il s'agit d'un enregistrement actimétrique d'un garçon qui a 9 ans et qui a un trouble du spectre de l'autisme de haut niveau, donc pas de déficience intellectuelle associée. Pour tous ceux qui n'ont pas du tout encore regardé un actogramme, je vais vous montrer comment on les lit. Donc, vous avez ici, dans cette ligne-là, 24 heures du samedi, suivi par 24 heures du dimanche. Et ces 24 heures du dimanche sont répétées dans la ligne en dessous, suivi par 24 heures du lundi, etc. Donc, ça s'appelle un double plot parce que les 24 heures sont répétées. Alors, pourquoi c'est fait comme ça? Parce qu'on veut avoir la nuit ici au milieu. Chaque fois que vous avez des traits noirs, il s'agit de l'activité. Donc, c'est l'activité motrice moyennée sur 1 minute. Le jaune, ça veut dire l'enfant a été exposé à la lumière. Et vous voyez, quand l'activité s'arrête, comme ici par exemple, à ce moment-là, vous considérez que l'enfant est en train de s'endormir. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cet enregistrement? Les parents disaient que globalement, ils essayent de coucher l'enfant vers 8h30. Alors, vous voyez bien ici que c'est très rare, comme par exemple là-haut, oui, que l'enfant s'endort tout de suite à ce moment-là. Mais souvent, l'enfant est encore très actif par la suite et la lumière reste parfois allumée, comme ici, jusqu'à minuit. Donc, il s'agit quand même d'une latence d'endormissement qui est allongée parfois de 2 heures, voire plus. Mais ce qui est probablement le plus gênant chez ce garçon, c'est qu'au milieu de la nuit, vous voyez, il y a des îlots d'activité. Donc ici, 1 heure, en dessous, 3 heures d'affilée, en dessous, 1h30 d'affilée, etc. Donc, où l'enfant est réveillé. Vous voyez bien que ça se distingue de la période d'avant et d'après. Et quand il y a ces réveils nocturnes, ce que vous regardez le matin au niveau du réveil, le réveil est très irrégulier et l'enfant va se réveiller plus tard s'il y a eu un réveil pendant la nuit. Et donc, ça crée des irrégularités au niveau du réveil. Donc, la tendance d'endormissement allongé, réveil nocturne, assez typique parce que les réveils nocturnes sont relativement longues, assez typique d'un enfant avec TSA. En revanche, le rythme circadien est bien préservé parce que vous voyez que vous avez globalement toute la journée une activité motrice et globalement, comme pendant la nuit, une diminution de l'activité. Laissons-nous regarder un tableau un peu plus sévère.
Donc là, c'est une fille qui a 6 ans, qui a un trouble du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle. Et pour l'instant, on regarde l'agenda du sommeil. Donc ici, la maman décrit que la famille a bien travaillé sur la régularité des rythmes. Donc, ils couchent leur enfant entre 20h et 21h, le plus souvent vers 20h30, très régulièrement. Et pourtant, vous voyez que par la suite, l'enfant a beaucoup de mal à s'endormir et même si elle dort, elle se réveille une, voire plusieurs fois par nuit et sur des très longues planches. Et du coup, la mère a trop pitié. Si elle dort du coup le matin, elle la laisse, si elle est réveillée la nuit, elle la laisse dormir le matin, ce qui fait que parfois, le matin, elle se réveille réellement à 11 heures du matin. Donc, un rythme extrêmement irrégulier. Parfois, on a même du mal, on se dit, est-ce que ça peut être vrai d'avoir un trouble du sommeil si sévère? Mais là, je vous montre l'enregistrement actimétrique qui vient avec. Donc, effectivement, vous voyez, il y a ces réveils nocturnes de plusieurs heures, 3, 4, 5 heures parfois d'affilée, où elle a une activité motrice très importante. On est déjà dans un trouble beaucoup plus sévère, vous êtes d'accord avec moi? Et donc, finalement, un troisième exemple, encore plus sévère, c'est un garçon qui a 7 ans, qui a un trouble du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle associée à un syndrome génétique. Et ici, si on ne vous mettait pas les horaires en haut, vous auriez presque du mal à distinguer quand il y a le jour et la nuit, tellement le rythme est irrégulier. Donc là, on n'est pas juste dans un simple problème de trouble d'endormissement, de réveil nocturne, il y a vraiment un trouble de rythme circadien très sévère associé. Donc tout ça pour vous dire, il y a un spectre de troubles du sommeil associé trouble du spectre de l'autisme, mais ça peut être extrêmement sévère. C'est pas juste le petit réveil pendant 5 minutes pendant la nuit où l'enfant pleure, ça peut être vraiment beaucoup plus sévère que ça. Du coup, quand on regarde sur les populations d'enfants avec TSA, les conséquences de ces troubles du sommeil, on trouve des choses assez frappantes. Donc ici, ce sont des données de la Simon Simplex Collection, c'est une cohorte aux États-Unis, 2700 enfants qui ont aussi eu des enregistrements de sommeil. Est-ce que vous voyez qu'il y a une forte corrélation entre la durée du sommeil et le QI, que ce soit les QI d'ailleurs non verbal ou verbal, c'est-à-dire le plus que les enfants dorment la nuit, le plus élevé est le quotient intellectuel. Donc, ça a une répercussion vraiment sur le développement, notamment cognitif des enfants. Et il y a beaucoup, beaucoup d'articles entre-temps qui sont parus, qui ont pu montrer que s'il y a en plus des troubles du sommeil sévères qui existent, ça renforce les symptômes de l'autisme, c'est-à-dire les difficultés de la communication que les enfants peuvent avoir, les comportements stéréotypés et répétitifs qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est très important de les repérer. Mais ça va aussi aggraver finalement les troubles associés, les comorbidités, comme les troubles anxieux, comme l'instabilité au niveau de l'humeur. Et ça se manifeste souvent en plus chez les enfants, notamment qui n'ont pas de langage, par les comportements agressifs, que ce soit auto ou hétéro-agressifs. Donc tout ça, il y a de nombreux articles aujourd'hui dans la littérature. Alors, beaucoup de ces études, pas celles de la Simon Simplex Collection, mais beaucoup d'études se sont basées sur des questionnaires qu'on a donnés aux parents. C'est important de dépasser ça un peu, c'est-à-dire il faut aussi des examens plus objectifs pour montrer ces liens entre sommeil et comportement la journée. Et nous avons publié avec ma thésarde Élise Yavuz et ma postdoc Efreno une étude où nous avons regardé dans une multicentrique à laquelle a participé d'ailleurs Nadège, que je vois qui est avec nous ce soir, sur 52 enfants qui étaient âgés entre 3 et 10 ans. On a pu enregistrer par actimètre leur rythme veille-sommeil sur au moins 2 semaines et on a regardé après est-ce que le sommeil était associé à plus de difficultés de comportement ou pas. Et ce qu'on a en particulier regardé, c'est la période du sommeil la plus continue. Alors pourquoi ça? Parce que si vous avez une nuit de sommeil et vous avez 2 réveils, ce n'est pas tout à fait égal à quel moment ces réveils vont avoir lieu. Est-ce que c'est une fois après 3 heures, puis après 6 heures, donc ça coupe vraiment la nuit en 3 et du coup, non seulement l'enfant est très dérangé, mais aussi les parents, ou est-ce que c'est peut-être un petit réveil tout au début de la nuit et un petit réveil tout à la fin de la nuit, et entre-temps, l'enfant dort d'affilée, ce qui sera du coup mieux pour l'enfant. Donc, on a regardé la durée de sommeil la plus continue et on a vu qu'elle différait beaucoup entre les enfants qui avaient une forte irritabilité
basée sur une échelle qui s'appelle l'échelle ABC, ou des enfants qui avaient peu ou pas d'irritabilité. Les enfants qui avaient une forte irritabilité dormaient 60 minutes, donc 1 heure de moins d'affilée, par rapport à ceux qui avaient peu ou pas d'irritabilité. Et si on regardait la même chose pour les stéréotypies, c'est-à-dire vraiment des comportements stéréotypiques motrices, mais aussi verbales, des vérifications, etc., les enfants qui avaient de nombreuses stéréotypies dormaient en moyenne 75 minutes de moins d'affilée, donc c'est vraiment une grosse différence par rapport à ceux qui avaient peu ou pas de stéréotypies. Et après, bien sûr, ça, c'est des résultats principaux, mais nous avons vraiment fait toute une analyse de dominance avec plein de paramètres de sommeil, de rythme circadien. Et nous avons pu démontrer que 18% des symptômes d'irritabilité dans ce groupe d'enfants étaient expliqués par le sommeil et les rythmes circadiens. 17% de tout ce qui est retrait social, des symptômes pouvaient être expliqués par les paramètres de sommeil et des rythmes circadiens, et 36%, donc c'est vraiment beaucoup, un tiers de la symptomatologie des comportements stéréotypiques pouvait s'expliquer par des paramètres de sommeil et des rythmes circadiens. Et ça, c'est cliniquement assez valable pour tous ceux parmi vous qui travaillent avec des enfants au quotidien. Si on améliore le sommeil, on a souvent une régression, effectivement, des comportements stéréotypés par la suite. Et ça corrèle parfaitement avec ce que les parents écrivent dans les grands sondages. Donc ici, il s'agit d'un sondage de l'association Autism Speaks qui a été réalisé en 2019. Les parents avaient soit l'enfant avait des troubles du sommeil, pas de troubles du sommeil à gauche, donc 234 enfants, ou ils avaient des troubles du sommeil sévères, 380 enfants dans le groupe à droite. Et quand on regarde du coup, est-ce que les enfants ont aussi des troubles du comportement modéré ou sévère, 50% des enfants avec un TSA qui avaient des troubles du sommeil sévère ont aussi des troubles du comportement sévère, comparé à 22%, donc la moitié seulement, des enfants qui n'ont pas de troubles du sommeil. Donc ce lien est vraiment observé aussi par les parents. Et non seulement ça, donc ça a bien sûr des répercussions sur l'enfant, mais aussi sur la famille. Et je vous montre juste quelques exemples parce que notre sondage a montré qu'il y avait plus de problèmes de couple, qu'il y avait plus de symptômes de dépression et anxiété chez les parents, mais aussi quelque chose de très concret, les mères dans le groupe d'enfants avec TSA et troubles du sommeil étaient mères au foyer dans 40% des cas, alors que les mères d'enfants avec TSA sans troubles du sommeil, seulement entre guillemets, 23% étaient mères au foyer. Donc ça a vraiment un réel impact, de sorte qu'il y a un des parents, et c'est souvent la mère, qui se sacrifie finalement en disant on ne peut pas fonctionner comme ça, et ça a des impacts importants. Et si on regardait aussi l'absentisme des parents au travail, il était beaucoup plus important chez les parents dont les enfants avaient aussi des troubles du sommeil. Donc, ce n'est pas étonnant que quand on demande les parents qu'en général, ils disent que les troubles du sommeil de leur enfant, ça reste une priorité pour la recherche pour eux, et peu de temps après suivi par leur propre dette de sommeil. Donc, c'est pour les parents, pour les familles, c'est vraiment extrêmement important que les praticiens qui les suivent peuvent aussi prendre en charge les troubles du sommeil. Alors, beaucoup de troubles du sommeil dans cette population. Comment ça s'explique? Il faut bien y avoir une raison parce que c'est plus de troubles du sommeil que dans d'autres troubles du neurodéveloppement. Et donc là, les chercheurs se sont penchés sur la question, comment est-ce que le sommeil est finalement organisé? Et sans aller trop dans les détails, vous le savez peut-être, au niveau des SCN, donc ce sont des noyaux suprachiasmatiques, est localisée notre horloge biologique. Alors, comment on peut retenir un nom aussi compliqué? Vous voyez ici, c'est une coupe coronaire du cerveau avec les yeux, le nerf optique, les chiasmes optiques, et effectivement, c'est la région qui est juste située au-dessus du chiasme optique. C'est là qu'il y a le site de notre horloge principale. Elle génère des rythmes, mais en général, elle s'adapte à l'environnement, et sa voie d'information essentielle, la plus importante, c'est le cycle lumière-obscurité. Il y a d'autres donneurs de temps qui existent, l'activité physique, les interactions sociales, l'alimentation, mais vraiment lumière et obscurité sont les plus importants. Et ce signal est perçu par la rétine, transmis par la voie rétino-hypothalamique, donc une voie directe au noyau suprachiasmatique, et de là, c'est relayé dans plein de régions du cerveau, mais entre autres à la glande pinéale. Et la glande pinéale, quand il y a obscurité,
va donc commencer à produire et sécréter la mélatonine dans l'organisme. Et une fois que la mélatonine dans l'organisme, le corps va se préparer finalement à l'arrivée du sommeil. Voilà, et on vient après effectivement sur les mesures de la mélatonine, comme demande Océane Delchambre. Est-ce qu'on peut mesurer ça chez l'enfant? Justement, les chercheurs du coup, ils se sont dit, s'il y a tellement de troubles du sommeil chez l'enfant avec TSA, peut-être il y a quelque chose dans ce système qui ne fonctionne pas tout à fait bien. Et ils ont dit, comment on peut analyser ça? On peut mesurer la mélatonine. Et on peut le faire de 3 façons différentes. Dans le sang, quand même un peu compliqué parce qu'il faut mesurer plusieurs fois pendant les 24 heures. Dans la salive, chez les enfants aussi, pas si facile que ça parce qu'il faut plusieurs échantillons, mais on peut le faire dans l'urine. Et Sylvie Torchman, justement, qui fait partie de notre groupe expert, avait fait dans un groupe vraiment conséquent d'enfants avec TSA qui avaient autour de 12 ans, comparé à un groupe contrôle, elle a mesuré toute l'urine, mélatonine sécrétée dans l'urine entre 20 heures du soir et 20 heures du matin. Et elle a pu montrer qu'ici en gris, les enfants avec TSA sécrétaient beaucoup moins de mélatonine justement la nuit que les enfants contrôle. 63, donc 2 tiers des enfants, avaient moins que la moitié des taux de mélatonine des enfants du même âge. Donc, c'est exactement, ça répond à votre question. Et du coup, on s'est dit, peut-être c'est ça qui crée des troubles du sommeil. Mais pourquoi alors est-ce qu'ils produisent moins de mélatonine? Du coup, les chercheurs se sont dit, comment est-ce que la mélatonine est réellement produite? Et on sait que la mélatonine est produite à partir de la sérotonine. Donc, ça passe sérotonine, N-acétylsérotonine, mélatonine. Et 2 enzymes interviennent. Donc, les enzymes, c'est des transpos qui vont finalement modifier l'hormone ou le neurotransmetteur. Et c'est la ANAT et la ASMT. On s'est dit, peut-être ces enzymes ne fonctionnent pas correctement. Et ça a été mesuré. Et effectivement, ils ont pu montrer que surtout cette enzyme ASMT, mais aussi l'autre, l'ANAT, était très paresseux chez les enfants avec TSA. Et ça, c'était lié à des facteurs génétiques. Et du coup, effectivement, si l'activité de l'enzyme n'était pas très bonne, ils ne pouvaient pas aussi bien synthétiser la mélatonine. Et du coup, ce qui se passait, moins de mélatonine, mais plus de sérotonine en amont qui était présent. Donc, c'est beaucoup de différentes finalement études qui sont tous assez cohérents dans ce domaine. Et on peut dire aujourd'hui que le déficit en mélatonine est vraiment le mécanisme physiopathologique le mieux identifié. Maintenant, vous avez un enfant qui arrive et je ne sais pas exactement quelle est votre profession à chacun d'entre vous. Mais imaginez, vous êtes plutôt médecin en soins primaires, médecin généraliste ou pédiatre en cabinet. Comment est-ce qu'on peut assez facilement évaluer les troubles du sommeil? Et nous venons de nous pencher sur une façon d'évaluer la plus simple possible en soins primaires si on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'il y a des questionnaires qui existent, mais souvent c'est un peu long à mener et les médecins nous ont bien dit que ce n'est absolument pas réaliste de faire ça en cabinet de médecine générale ou peut-être même en cabinet de pédiatrie. Et avec mes collègues, je ne vais pas tous les nommer de différents pays. J'ai coordonné un groupe d'experts européens et nous avons modifié un questionnaire qui existait, qui était le Children's Sleep, qui était la Sleep Disturbance Scale, excusez-moi, for Children, qui était développé par mon collègue Olivier Bruni, qui est de Rome. Et on a légèrement modifié pour encore le simplifier. Et on a publié ça tout récemment dans le journal d'autisme et des troubles développementaux. Et on a proposé donc un questionnaire diagnostique vraiment en 7 questions très simples qui concernent la façon de se coucher, la durée d'endormissement, l'anxiété par rapport au sommeil, le nombre de réveils nocturnes, etc., avec donc des réponses simples, avec une cotation extrêmement simple. Et il y a des valeurs seuils qui vous permettent de dire, oui, cet enfant répond aux critères d'une insomnie ou ne répond pas aux critères d'une insomnie. Une fois que votre enfant a rempli les critères d'une insomnie, donc on peut passer dans une étape thérapeutique. Mais ce qui serait bien, et ça on a aussi publié, c'est au moins d'avoir quelques questions d'orientation qui peuvent peut-être nous dire est-ce qu'il y a une suspicion d'autres troubles du sommeil? Parce que l'insomnie, ce n'est pas le seul. On peut tout à fait avoir un syndrome de jambes sans repos ou des mouvements périodiques au cours du sommeil. Donc,
au moins une question d'orientation qui va correspondre à ça. Un enfant qui justement a beaucoup d'instabilité motrice au niveau des membres inférieurs et des paresthésies au niveau des membres inférieurs, qui enlève la couverture, qui ne veut pas être que les jambes soient couvertes, qui change beaucoup de position, etc. Donc, s'il y a une suspicion de syndrome de jambes sans repos, peut-être il faut aussi poser la question à un spécialiste du sommeil. On a une question qui concerne le syndrome d'apnée du sommeil, on a une question qui concerne les parasomnies, et ça voudrait dire peut-être il faut aussi l'adresser à une consultation spécialisée du sommeil. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà aussi se pencher sur la question d'insomnie. Alors, pour mes collègues spécialistes du sommeil qui sont connectés, ça va les frustrer un peu parce que ce sont des questions très simples, mais c'était vraiment quelque chose qui est pensé pour les soins primaires. Il y a aussi le questionnaire complet de Olivier Bruni qui est très bien, la Sleep Disturbance Scale for Children, qui peut être utilisé et que les laboratoires Biocodex nous ont aidé à adapter justement visuellement pour que ce soit très facilement cotable, et il est gratuitement disponible aussi si ça vous intéresse, donc c'est également très bien. Ce questionnaire ne contient par contre pas des questions sur le syndrome de jambes sans repos, et c'est pour ça qu'on a modifié ça dans cette publication. Donc, une fois qu'on a l'insomnie confirmée, qu'on ne suspecte pas d'autres troubles du sommeil primaire, on peut se pencher sur la thérapeutique. Et donc, là, on commence toujours avec, bien sûr, des conseils psycho-éducatifs aux parents. Il faut déjà un peu voir, est-ce que leur attente par rapport au sommeil de leur enfant, ça paraît adapté par rapport à l'âge de l'enfant, par exemple. Et est-ce qu'il y a des bonnes habitudes de veille et de sommeil en place, ce qu'on appelle d'habitude hygiène de sommeil, mais on n'aime pas trop des termes hygiénistes peut-être, mais de vérifier quand même que les choses sont en place, qu'il y a certains rituels instaurés, etc. Et là, on le sait, et nous avons développé avec mes collègues une brochure, là aussi, qu'on a adaptée à partir de l'américain, sur les bonnes habitudes de veille et de sommeil pour les enfants avec TSA et leurs parents. On sait qu'on peut être moins rigide dans nos attentes que par rapport à un enfant avec un développement typique, parce qu'il y a plein de particularités, notamment sensorielles. Les parents sont vraiment des véritables experts. Donc, c'est en discutant avec eux, on va voir comment on peut garantir quand même les bonnes habitudes, mais sans être, ce n'est pas tout à fait comparable à ceux d'un enfant à développement typique. Et si ça ne suffit pas, on va se pencher sur les interventions comportementales, et ça serait très intéressant de discuter, mais on les discute dans notre module déjà, le module 4. Donc, si ça vous intéresse, vous revenez là-dessus, et là, on détaille toutes ces approches non pharmacologiques qui sont très importantes à mener. Une fois que vous avez fait tout ça, et je souligne que c'est très important, vous refaites un point et vous allez voir si les troubles du sommeil ont pu être gérés déjà ou s'ils persistent encore. Et peut-être vous allez avoir une petite déception parce que ces approches-là, comme on les détaille dans le module 4 notamment, vont en général aider à régler 80 à 90% des troubles du sommeil chez un enfant à développement typique. Malheureusement, dans les troubles du spectre de l'autisme, seulement un quart à peu près répondent à ces approches thérapeutiques seules, et 3/4 d'entre eux qui avaient des difficultés de sommeil ont besoin quand même de traitements médicamenteux en plus. Et puisque c'est comme ça, c'est quand même important à savoir pour les praticiens qu'il faut mener ces approches, mais il ne faut pas non plus les faire pendant 6 mois parce que la famille va vraiment s'épuiser, parce qu'on sait que ça ne sera pas suffisant pour beaucoup d'entre eux. Il faut bien les mener sur un temps court, motiver les parents, essayer de mettre en place. Et par contre, si la famille est extrêmement épuisée déjà, on va le faire pas trop longtemps, justement, ou si déjà il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place avant qu'ils viennent vous voir, sachez quand même que dans 3/4 du temps, cet enfant nécessite probablement aussi un traitement médicamenteux. Dans la publication que je vous ai montrée tout à l'heure, on vous propose un outil pour faire le monitoring, c'est-à-dire le suivi du sommeil de l'enfant, parce qu'on veut avoir l'effet dans 3 domaines quand on donne un traitement sur le sommeil. Le plus important, c'est sur le sommeil. Bien sûr, on veut améliorer le sommeil. J'y arrive. Deuxième, on aimerait bien voir est-ce qu'il y a un effet sur les comportements de la journée. Et troisièmement, est-ce que les parents sont quand même satisfaits avec le traitement qu'on propose.
Alors d'abord, donc sur le sommeil de l'enfant, on propose finalement, et là pour l'instant c'est en anglais, mais on va vous le traduire en français, c'est un projet. On voudrait avoir en tant qu'objectif un enfant qui arrive finalement à s'endormir à bien moins que 30 minutes, de dormir au moins 6 heures d'affilée et d'avoir justement une durée de sommeil qui est à peu près dans ce qui est attendu pour son âge. Alors, on vous dit dans les cibles, grossièrement, les enfants devraient avoir eu plus que 8 heures de sommeil pour l'âge de 2 à 6 ans, plus de 7 heures de sommeil pour l'âge de 6 à 18 ans. Mais on peut être vraiment plus perfectionniste que ça en se référant à une publication qui est en libre accès sur Internet de la National Sleep Foundation en 2015, que vous trouverez sur le site de la National Sleep Foundation, qui dit les durées de sommeil recommandées par tranche d'âge, que vous voyez ici. Et autour de cette fourchette verte, il y a une fourchette encore en bleu foncé. Et là, vous voyez ce qui peut encore à peu près être acceptable si jamais il n'y a pas de répercussions diurnes. C'est-à-dire un enfant, par exemple, qui a 5 ans, qui dort 5 à 8 heures, c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux 10 à 13 heures qui sont normalement attendues. Mais si jamais la journée, ça se passe très bien, le développement est très bien et par ailleurs, il n'y a pas de souci. Peut-être c'est un enfant court dormeur. Donc, c'est ça qui resterait à évaluer. Mais idéalement, on se situerait dans la tranche verte. Deuxièmement, le comportement. Alors, du coup, on va identifier avec les parents d'abord, on va dire, si votre enfant dort moins bien, sur quoi est-ce que ça se répercute? Imaginons, les parents disent, il est très irritable, hein, donc il fait des crises de colère, il jette des objets, etc. À ce moment-là, on voudrait par la suite noter l'irritabilité. Est-ce qu'il y a une dégradation forte ou une dégradation mineure? Est-ce que ça n'a pas changé ou est-ce qu'il y a une amélioration? Bien sûr, on voudrait bien améliorer ce comportement dont les parents font le lien avec le sommeil la nuit. Et on voudrait aussi voir si les parents sont finalement satisfaits avec le sommeil ou pas. Et c'est ça qui va nous amener à modifier les dosages et ajuster le traitement.